Des élections législatives à candidats uniques, des écoliers forcés de ramener leurs propres chaises et bureaux, ou encore des smartphones sans Wi-Fi ni Internet mais avec des tonnes de jeux piratés gratuits, voici donc 10 choses complètement bizarres qui ne se produisent qu'en Corée du Nord. Et on commence ce classement par l'une des particularités les plus étranges de la Corée du Nord, les villages Potemkin, ou villages fantômes, si vous préférez. Il s'agit ici du plus célèbre d'entre eux, en l'occurrence le village de Kinjongdong, situé à proximité immédiate de la zone commune de sécurité, tout près de la ville de Kaesong. De loin, cette petite cité paraît tout ce qu'il y a de plus normal, avec ses grands buildings et ses bâtiments municipaux. La ville abrite même en son centre un véritable monument, le Panmunjom, qui est une gigantesque hampe de drapeau culminant à 160 mètres de haut, et qui fut d'ailleurs la plus grande hampe autoporteuse du monde jusqu'il y a très peu. Avec une telle infrastructure, on imagine sans peine que la ville doit frouiller de monde, et que les habitants s'y comptent par dizaines de milliers. Or, il n'en est strictement rien, puisque selon le recensement officiel, Kinjongdong ne compterait que quelques 200 habitants permanents. Un chiffre pour le moins dérisoire pour une aussi grande ville, mais qui ne reflète même pas la vérité puisque le nombre réel d'habitants est de 0. Kinjongdong ne serait en fait qu'une ville propagande, avec des bâtiments creux et sans pièces, érigés dans le seul but de servir de décor et ne pouvant donc nullement être habités. Le système électrique est d'ailleurs entièrement automatisé avec des allumages et des extinctions de lumière qui sont programmées afin de donner l'illusion que l'endroit est habité. Les rares personnes qui rôdent dans cette ville fantôme ne sont que des employés de l'État, dont le rôle consiste à nettoyer et à entretenir les lieux. Aujourd'hui, les smartphones sont dans toutes les poches, et même en Corée du Nord, qui est pourtant classé comme étant le pays le plus fermé au monde. Bon, c'est vrai que seulement 18% de la population en possède un, mais cela représente tout de même quelques 6 millions de personnes. Et puis le tonton Kim en a marre de voir les Sud-Coréens trôner sur le podium mondial des constructeurs avec Samsung, et il a décidé donc de démocratiser davantage ce secteur. Les Nord-Coréens produisent ainsi désormais leur propre téléphone portable, dont le modèle phare, l'Arirang 171, est un smartphone générique tournant sur Android. On est donc loin d'un Galaxy S23 ou d'un iPhone 14, mais malgré son aspect modeste, ce téléphone fonctionne plutôt bien et inclut plein de fonctionnalités, comme le Bluetooth ou la connectivité 3G. Néanmoins, vous ne pourrez pas accéder à Internet avec ce smartphone, qui ne dispose pas d'antenne Wi-Fi. Mais vous pourrez en revanche vous délecter avec plaisir en jouant à l'un des nombreux jeux gratuits qui sont fournis avec, à commencer par le célèbre Angry Birds, dont vous aurez même 5 versions différentes. En achetant ce téléphone, vous aurez même droit à un petit bonus spécial, une vidéo de propagande du régime qui pèse 500 mégas, et qui occupe quelques 25% de la capacité de stockage de 2 gigaoctets. Si vous demandez à quelqu'un en quelle année sommes-nous, il vous regardera certainement d'une manière perplexe et désabusée, mais il finira par vous répondre que nous sommes en 2023. Mais en Corée du Nord, si vous posez cette question, la réponse pourrait littéralement vous stupéfier sur place. Et pour cause, le pays de la dynastie Kim dispose de son propre calendrier, qui n'a strictement rien à voir avec les calendriers lunaires ou solaires, et encore moins religieux. Car toute forme de religion est proscrite en Corée du Nord, et pour calculer le temps et les jours dans cette contrée, les gens utilisent le calendrier Juche. Promulgué en 1997, à l'occasion du 3e anniversaire du décès de l'ancien dirigeant Kim Il-sung, ce calendrier fut adopté par l'ensemble du pays et entra immédiatement en vigueur. Toutes les institutions de l'État durent donc changer la date et passer au calendrier Juche, mais aussi les journaux, les médias, les transports en commun et même au sein de tous les foyers nord-coréens. Ce calendrier faisait débuter le compte des années en 1912, année de naissance du fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung. Ainsi, alors que le monde s'apprête à dire adieu à l'année 2023 pour accueillir la nouvelle année 2024, nos amis nord-coréens vont eux faire la transition entre l'an 112 et 113. Vous avez certainement déjà entendu parler du système des castes qui existe en Inde, et notamment de la misère effroyable d'une caste en particulier, celle des intouchables. Mais saviez-vous qu'il existe en Corée du Nord des classes sociales encore bien plus terriblement persécutées et qui vivent un enfer au quotidien ? Car le système des castes, ou Songbun en coréen, divise la société nord-coréenne en 5 groupes bien distincts et qui ne se mélangent jamais. La première caste est dite spéciale et elle est constituée des membres de l'élite du parti, qui habitent dans la capitale et qui bénéficient d'un niveau de vie équivalent aux classes moyennes occidentales. Ensuite, vous avez la classe normale, qui vient juste en dessous et qui correspond à la classe moyenne d'un pays en développement. Puis il y a la caste de base, celle qui englobe la quasi-totalité de la population nord-coréenne et qui vit dans des conditions pour le moins modestes. Les 2 dernières castes au classement sont celles qui subissent le plus de persécutions, à savoir la classe complexe et celle dite hostile au régime.
Toute personne ayant le malheur d'appartenir à ces deux classes sociales vivra dans une précarité et une indigence insoutenables, et sera régulièrement incarcérée dans des camps de travaux forcés. Au sein de ce système implacable, les citoyens de seconde zone sont donc les plus à plaindre, menant une âpre existence au jour le jour, tandis que les castes supérieures et les dignitaires du régime mènent, eux, une vraie vie de pacha. Comme dans bon nombre de pays à travers le monde, l'enseignement est gratuit et obligatoire en Corée du Nord. Le taux d'alphabétisation du pays est d'ailleurs de 100%, et même si on est bien loin de Harvard ou de la Sorbonne, il existe quelques 300 000 étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur. Mais si l'école est gratuite et ouverte à tous sans distinction, les élèves doivent tout de même s'acquitter d'une taxe qui prend le nom trompeur de Children's Initiative, ou l'initiative des enfants en langue de Molière. Tout écolier doit ainsi fournir des ressources à son établissement scolaire, que ce soit de l'argent liquide ou des matières premières et autres objets. Ces dons doivent d'ailleurs être réguliers et surtout consistants, car dans le cas contraire, l'élève prendrait alors le risque d'être persécuté mentalement et physiquement par ses professeurs, ainsi que par ses camarades de classe. Donc, pour ne pas vivre un parcours estudiantin traumatisant, tout élève nord-coréen est sommé de rapporter quelque chose à l'école, à commencer par son propre pupitre et sa chaise, sinon il suivra les cours debout. Même en Corée du Nord, il y a des élections législatives afin d'élire démocratiquement des représentants du peuple. Enfin, ça c'est ce que disent les dirigeants du pays et la propagande officielle. Car si dans les faits il y a bel et bien des élections qui se font régulièrement, leur résultat est connu par avance avant même que les urnes soient remplies. Et pour cause, lorsqu'il y a des élections quelconques, il n'y a qu'un seul candidat qui se présente sur chaque liste, ce qui fait qu'on ne peut voter que pour lui. Le taux de participation est d'ailleurs proche de 100% et l'approbation des candidats du parti au pouvoir est unanime. Face à cette aberration électorale, le parti se justifie par le fait que, le jour du scrutin, les électeurs peuvent indiquer leur approbation ou leur désapprobation du candidat sur le bulletin de vote. En gros, même s'il n'y a qu'un seul candidat, et donc qu'un seul bulletin de vote, les citoyens peuvent toujours y inscrire leur désaccord avant de le mettre dans l'urne. Un processus démocratique qui n'est finalement qu'un simulacre, alors que tout le monde sait que ce sont les dignitaires du parti qui font la pluie et le beau temps au sein de la politique nord-coréenne. S'il y a bien un sport national en Corée du Nord, c'est certainement le basketball, car le tyran de la dynastie Kim adore le ballon orange. Kim Jong-un apprécie tellement ce sport en effet qu'il a même invité Dennis Rodman à Pyongyang pour un match, et depuis les deux sont copains comme cochons. Pour quelqu'un censé détester l'Amérique et ses symboles, c'est un peu hypocrite finalement, mais il faut dire que la passion du jeune leader pour les Chicago Bulls ne date pas d'hier, et il est bien évidemment au-dessus de toute considération politique. Cette passion a même poussé Kim Jong-un à créer ses propres règles de basketball, et qui sont, vous allez voir, totalement déjantées. Un slam dunk bien exécuté par exemple sera compté comme 3 points pour son équipe, tandis que les tirs à 3 points rapporteront 4 points si le ballon ne touche pas le cerceau du panier. Mais ce n'est pas tout, car il y a une autre règle encore plus surprenante, tel le retrait d'un point à une équipe si elle rate un lancer franc, et le fait que tout panier réalisé dans les 3 dernières secondes d'un match donnera 8 points. Et pour couronner le tout, les rencontres de basketball en Corée du Nord peuvent se terminer par un match nul, comme en a décidé ce cher leader qui ne compte plus les absurdités et les illogismes dans son régime. On dit souvent que le crime ne paie pas, mais en Corée du Nord, c'est le criminel qui va devoir payer, et au centuple, lui et toute sa famille proche et lointaine d'ailleurs. Car au sein du royaume interdit des Kim, chaque personne jugée coupable d'un crime ou d'un délit quelconque se verra incarcérée dans des camps atroces de travail forcé. Le pire, c'est que toute sa famille, ses proches et même ses connaissances seront suspectés à leur tour, et il est alors très probable qu'ils soient incarcérés à leur tour. L'opprobre et l'humiliation seront alors le quotidien de ces pauvres gens pourtant innocents, et il arrive souvent que cela les poursuit sur 3 ou même 4 générations successives. Imaginez un peu qu'un homme ou une femme ait critiqué le régime, et que leurs voisins les aient dénoncés à la police. Eh bien, cette pauvre personne sera alors traînée dans la boue, affamée, torturée, et parfois même tuée, tandis que le reste de sa famille endurera 1000 malheurs tout au long des années. Ce système extrêmement vindicatif et brutal a été mis en place par le régime pour tenter d'insuffler la terreur dans le cœur des gens, afin qu'il n'y ait jamais de révolte ou de mutinerie. Les Nord-Coréens, qui sont déjà à l'intérieur d'une immense prison à ciel ouvert, doivent donc se montrer hyper prudents pour ne pas finir dans un de ces camps de la mort. Comme quasiment tous les pays du monde, la Corée du Nord possède son propre fuseau horaire, et qui est de GMT+9. Mais cela n'était probablement pas suffisant pour le grand leader, qui a décidé un beau jour de changer littéralement l'heure de son pays, faisant ainsi remonter les Nord-Coréens d'une demi-heure dans le temps. Le nouveau fuseau horaire nord-coréen est en effet de GMT plus 8h30, tandis que celui de la Corée du Sud reste inchangé, bien évidemment. Cette décision plutôt saugrenue de changer de fuseau horaire n'est pourtant pas dénuée de sens, puisque la motivation première de Kim Jong-un était de s'affranchir symboliquement du Japon.
C'est en effet l'Empire du Soleil Levant qui avait imposé son propre fuseau horaire à l'île de Corée, qui était alors sous domination japonaise. En changeant ainsi l'heure de son pays, le jeune leader a donc voulu se libérer des derniers signes évidents de l'occupation nippone, ce que personne ne peut finalement lui reprocher. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, avec cette séquence qui ne vous laissera certainement pas de marbre, ni de céramique non plus. Car il s'agit bel et bien des sanitaires dont on va parler maintenant, et plus spécialement de l'aspect des toilettes en Corée du Nord. Bien sachez que la plupart des WC publics en Corée du Nord sont des toilettes à la turque, donc sans siège quoi. Les Nord-Coréens et surtout les Nord-Coréennes doivent donc s'accroupir pour faire leurs petites et grandes commissions, ce qui est loin d'être une position confortable comme vous en conviendrez sûrement. En ce qui concerne les toilettes assises, comme celles que nous avons en Occident, elles sont extrêmement rares et ne sont l'apanage que des citoyens les plus nantis et les dignitaires du régime. Mais nulle salle de commodité ne sera égale aux toilettes de l'empereur, car vous l'aurez deviné bien évidemment, sa seigneurie Kim Jong-un va certainement pas utiliser des toilettes bas de gamme. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces aberrations et autres extravagances pour le moins improbables du régime nord-coréen. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.